No Lifeiens, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui, je reçois un des spécialistes dans mes Superplayers de Konami. Il s'agit de Lerebourg pour un run sur Gradius Gaiden. Lerebourg, bienvenue à toi dans cette émission. Tu es ici chez toi, tu le sais, hein. Oui. T'es un des habitués de cette émission, on te remercie encore d'être venu. On voit ta fiche Superplayer derrière nous actuellement. Bon, on connaît déjà tous tes points positifs et tes points négatifs. Là, on va s'attarder très rapidement juste sur tes types de jeux. On voit qu'en VS Fighting, t'as mis 4 sur 5. Et t'en as jamais présenté dans cette émission. Ah, écoute, je suis pas du tout un spécialiste. Par contre, effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai découvert via un ami le tout premier Street Fighter 2. Et effectivement, à l'époque, on toujours y a... dans le rétro, quoi. Ouais, on y a beaucoup joué. Effectivement, le versus fighting, c'est un genre auquel j'accroche beaucoup, même si je ne suis pas du tout un bon joueur. Mais voilà, c'est un genre que j'apprécie. Et j'apprécie généralement tous les genres qui sont rattachés à l'arcade. Donc voilà, le versus fighting, c'est de l'arcade pur et dur aussi. Ok, bon là, ça va être un peu une baston contre des extraterrestres. Ouais, dans des vaisseaux. Voilà. Donc, allez, on lance ce run sur Gradius Gaiden. Quel va être ton objectif? Donc de one-knife le jeu, mais sur le second loop. D'accord. Donc là, on voit tout de suite que tu peux choisir ton stage. Comment c'est possible? Bah effectivement, quand tu finis le jeu pour une première fois, en fait, tu as accès à un select stage, et par la suite, plus tu avances dans le second loop ou dans les autres loops, et par la suite, tu as accès au niveau que tu as fini. En gros, dès que tu as fini un stage, tu peux le rejouer. Voilà, le rejouer directement. Et le bosser, tout simplement. Ça, c'est génial. Donc là, voilà. Concrètement, j'ai choisi le Lord British, donc qui est un vaisseau très intéressant, qui d'ailleurs a la même power gauche que dans le run qu'on avait présenté sur Gradius 2. Donc déjà, j'active le Ripple Laser qui est en 3e position. Donc comme vous pouvez le voir, déjà j'ai un tir qui est élargi, et à courte portée, c'est un tir qui a un DPS très élevé, donc un damage par seconde extrêmement plus c'est près d'ennemis, plus voilà. Tu vas le tuer rapidement. Voilà, mais par contre, quand tu es éloigné des ennemis, et notamment quand tu dois atteindre des big corps, ça peut être problématique aussi. Là, j'ai activé aussi le double missile qui, comme tu peux le voir, donc attaque les ennemis au-dessus du Lord British et en dessous, donc ça c'est très pratique. Et la spécificité aussi de Gradius Gaiden, c'est que les armes ont 2 niveaux. Donc ensuite je vais revalider le Ripple Laser et le missile. Et donc là tout de suite j'active le Force Field, parce que bien évidemment en deuxième loop on a du boulet de suicide, on a des effets supplémentaires, notamment ces chutes de neige qui par exemple repoussent le vaisseau vers le bas. Donc mine de rien cette première... Là tu dois appuyer vers le haut pour contrebalancer ça. Voilà, tu contrebalances, mais quand tu sors de la chute de neige, ensuite tu peux t'écraser sur le... Voilà. Alors tu vois, c'est pour ça que heureusement que le bouclier m'a un petit peu protégé du décor. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai tout de suite validé, et par la suite ensuite je valide les options. D'ailleurs on va l'indiquer tout de suite. Durant les 6 premiers niveaux, je ne vais valider que 3 options. Pourquoi? Puisque vous vous souvenez que dans Gradius 2, il y avait un ennemi très, très embêtant qui s'appelait l'Option Hunter, donc qui volait les options. Et j'ai eu confirmation d'un joueur japonais qui s'appelle Masao Jino, qui passe très régulièrement à Coin of Legacy, qu'en fait quand tu valides la 4e option, eh bien ça déclenche le cycle d'apparition de l'Option Hunter. Donc je me suis dit que pour pas être embêté par cet ennemi-là, que le jeu, bon, bien évidemment j'ai dû tester par moi-même, mais j'ai remarqué que pour un certain nombre de niveaux, le jeu était tout à fait gérable avec 3 options. D'accord. Les options, on rappelle, c'est les petits ronds qui sont derrière toi. Voilà, qui effectivement... En fait, l'Option Hunter, il arrive et il passe et il peut te les piquer. Quoi. En fonction de leur regroupement, il peut t'en piquer 1, 2 ou 3, ou l'intégralité. Donc c'est vrai que si tu te retrouves à poil dans des niveaux très chargés, ça devient extrêmement problématique. Donc là, un niveau assez bateau. Là, j'ai pas eu le temps de détruire le canon, donc effectivement, il va dégager des blocs de glace. Là, à nouveau, une petite chute. Mais bon, concrètement, autre stratégie, bien évidemment, qu'on avait déjà vu dans Gradius 2, je fais toujours en sorte d'avoir la case shield, donc le 6e bloc dans la ceinture d'options, donc la power gauche, afin d'en revalider à nouveau en cas de besoin. Bon, c'est-à-dire que dès que tu perds ton bouclier, tu le redéclenches tout de suite. Et exactement, et je vais le faire de très nombreuses reprises, parce qu'effectivement, dans le 2e loop, ça boulette pas mal, et il y a le boulet de suicide en plus. Donc là, on arrive sur le Blizzard Crawler, donc ça me rappelle un certain passage dans l'Empire contre-attaque où le Faucon Millennium a failli être bouffé par une chenille géante. Donc le truc, c'est d'atteindre le bout de sa queue, son mauvais jeu de mots. Mais concrètement, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que son comportement est imprévisible, alors que non, c'est complètement scripté. Et des fois, tu peux même... Alors là, je profite bien évidemment d'un bon positionnement des options pour détruire les blocs de glace, mais c'est un boss qui est entièrement scripté. Par contre, la première fois quand tu le tues, il débarque comme ça, et tu penses que tu vas te faire toucher, alors qu'en fait, non, c'est simplement pour faire peur, en fait. Il est vraiment mort. Et là, on va arriver sur le 2e
niveau. Donc on va rentrer dans la Dark Nebula, la nébuleuse diabolique, qui est en fait la source du mal dans l'univers, bref. Et c'est un niveau que j'apprécie beaucoup. On va pas vous dire ce qu'il en est. Hein. Donc le stage s'appelle Requiem for Revengers. Et je pense que pour tous les fans de Gradius, alors là j'active juste le Disruptor Laser parce que comme ça par la suite, quand j'arriverai sur le 3e niveau, il passera automatiquement au niveau 2. Tu fais juste monter son niveau. Quoi. Exactement. Et donc je pense que c'est un niveau qui va parler à tous les amateurs de Gradius. Il est vraiment génial et avec une musique mais tellement épique. Et donc voilà, là on est entré dans la nébuleuse diabolique, dans une espèce de triangle de Bermude cosmique, spatial, ce que tu veux, bref. Et concrètement, on est dans une espèce de décharge. Et qu'est-ce qu'on va trouver au milieu de cette décharge ? Je vais vous laisser deviner ce qu'il en est. Donc bien évidemment, il y a des débris qui partent dans tous les sens. On a aussi ces ennemis qui apparaissent, qui s'appellent qu'on appelle le The Brush, hein, qui est un ennemi qui apparaissait déjà dans le tout premier Gradius. Donc là voilà, on reconnaît le Tétran, l'un des boss de Salamander qu'on avait vu aussi dans Gradius. En fait, c'est une espèce de décharge avec tous les boss que vous avez abattus depuis Gradius et Salamander. Vu que le jeu se situe un big core, voilà, qui si tu le sais pas, tu peux quand même te faire écraser. Donc au début, c'est un niveau qui est très surprenant même comme ça. Et d'ailleurs la particularité, et d'ailleurs je trouve que c'est dommage parce que les développeurs n'ont pas eu le temps. À la base, à chaque moitié de niveau, excusez-moi, le niveau devait se subdiviser en deux. On avait le choix entre deux routes concrètement. Le problème qu'il y a, c'est que faute de temps ou parce qu'ils n'avaient pas le budget, ils n'ont pas pu le faire. Mais on conserve cette idée-là dans le 2e niveau. Parce que moi, je vais passer par la route du bas parce que c'est tout simplement. Ça, ils voulaient le faire pour tous les niveaux absolument. Ils voulaient le faire pour que dans le 2e niveau. Mais je pense que c'est question de temps, question de budget. C'était une petite équipe aussi. Donc je crois que le développement a duré quelque chose comme 6-7 mois. La qualité du jeu, déjà, on comprend que c'est déjà énorme. Là, le Deathcore que j'ai tout de suite fait sauter. Là, on reconnaît aussi. Je me souviens plus du nom de ce boss-là, mais on l'avait vu aussi dans Gradius 2. Alors, bien évidemment, il faut bien se positionner, sinon les missiles peuvent se regrouper sur toi. Et donc là, il y a une section où en fait il y a des chenilles qui vont arriver par derrière. Donc concrètement, bien évidemment, quand tu les détruis, tu as un petit chapelet de boulettes suicides. Donc il faut quand même faire relativement attention et bien se positionner. Et là, je vais repasser sur la droite parce qu'ils vont arriver par derrière et donc je dois détruire les canons pour ne pas trop me faire submerger parce qu'ensuite ils repassent dans la décharge. Et donc là, le Big Core MK2, encore un petit peu vivant. Ça aussi, on peut se faire surprendre la dernière fois, mais la première fois, pardon, pas la dernière fois. Ce que je veux dire, c'est que concrètement là, c'est vrai que les 3 premiers niveaux. Non, les 2 premiers niveaux, c'est plus des pièges à la con. Tu te fais avoir la première fois et par la suite, voilà, c'est comme les chevaliers d'or, hein, une attaque ne marche qu'une seule fois sur un chevalier, bref. Donc là, on arrive sur un boss qui s'appelle le Nobile. Il y a un petit jeu de mots, me semble-t-il, en japonais, mais on va pas l'évoquer parce que c'est un petit peu graveleux. Un boss qui est assez simple en l'occurrence. Avec des tentacules. Avec des tentacules, voilà. Les amateurs de Retsuki Doji apprécieront. Parce qu'en fait, au-dessus, on rencontre l'araignée mécanique de Gradius 2, mais qui en fait est sectionnée en deux et elle a des attaques très. C'est si t'avais pris l'autre route. Voilà, si j'avais pris, t'as des débris qui tombent du plafond ou autre. Et là, c'est vrai qu'en 2e loop, pour assurer le one life, j'ai préféré passer par là parce que bien évidemment, c'est beaucoup plus sécurisé. Et en sachant que le run va durer 45 minutes, je vois pas pourquoi je me prendrais la tête. Hein. Donc c'est comme d'habitude, il faut shot the core, comme d'habitude. C'est bien visible. Par contre, quand tu tues les boss, ce qu'on n'a pas vu dans le premier boss parce qu'il n'a pas le cas, c'est que systématiquement, t'as un chapelet de boulettes de suicide. Donc ça, pareil, quand on tue un boss, on peut se faire avoir. Mais il y a des boss sur lesquels c'est super traître. Donc là encore, c'est évident. Et là, on arrive sur un niveau super intéressant. C'est d'ailleurs juste, je te coupe, mais ce boss, il a été nerf. Il a été rendu plus facile. Plus facile parce qu'effectivement, les tentacules étaient extrêmement rapides. Elles vous sautaient à la gorge. Bref. Donc voilà. C'est incroyable. Un jeu où on rend les boss plus faciles, c'est quand même assez rare. Je te laisse expliquer pourquoi tu changes. Donc voilà, je passe sur le Disruptor Laser qui est une arme pas assez merdique en fait. La seule particularité qu'elle a, c'est que c'est un petit peu comme le Wave dans Darius, elle peut traverser les décors et certains blindages ennemis. Et la particularité de ce niveau, vous allez voir, donc le UFO là, c'est pas UFO Grandizer, c'est UFO Gradius. En fait, c'est que vous voyez que le laser va être dévié par des blocs de cristal. Et effectivement, on rentre dans la cage de cristal et c'est vraiment un niveau qui a priori était une grosse prise de tête pour la personne qui s'en est occupée parce que concrètement, il a dû programmer toutes les déviations de laser, le positionnement des ennemis. Et c'est un niveau qui commence déjà à être assez relevé. C'est pas non plus un niveau très très dur. Donc là, voilà, technique, je perds automatiquement mon bouclier. Enfin, je le fais volontairement pour en revalider un nouveau. Mais tu vois, c'est déjà un niveau qui va être beaucoup plus resserré. Et là, je fais en sorte de tout de suite tuer les ennemis qui tirent des lasers parce qu'effectivement, vos capacités, le fait que vos lasers puissent être déviés pour tuer des ennemis, ça marche aussi pour les ennemis qui ont un armement laser. Et donc là, comme tu vois, ça marche que pour les lasers. Hein. Les missiles normales ne sont pas déviés. Voilà, exactement. Ce qui respecte bien la
logique de la chose, on va dire. Et donc concrètement, c'est déjà un niveau qui est un peu plus resserré, et par rapport bien évidemment à Gradius 2 où on avait un stage qui était assez similaire, là on peut pas détruire les blocs. Donc mine de rien, des fois on est tellement absorbé par le fait d'éviter les tirs, d'avoir de la boulette suicide comme tu peux le voir. Déjà on a des croisements qui sont très dégueulasses, mais on oublie que tu as tous ces blocs qui partent dans tous les sens. Les plus petits tu peux les dévier, mais tu vois que je fais en sorte de pas trop tirer dessus, parce que si tu commences à tirer dans tous les sens, ensuite ça commence leur déplacement commence à être beaucoup plus rapide, ça part dans tous les sens. Là je vais me faire avoir par ces ennemis, enfin mon bouclier va y passer, et comme tu peux le voir, quand tu laisses ces ennemis qui tirent des lasers, voilà, ça fait des angles très très fourbes. Là t'es à poil là. Et j'ai plus de bouclier, tu peux pas en revalider pour l'instant. Et là je vais ramasser des power-up rouges. Le jeu est assez généreux en power-up rouge, donc on peut se refaire très très vite un bouclier ou un armement. Mais là on va arriver sur une section du jeu qui est assez aléatoire. Là d'ailleurs tu as un petit script en fonction, voilà, là j'ai pas eu la bonne configuration, je voulais passer par le bas, et donc je vais devoir passer par le haut. C'est beaucoup plus salaud parce que tu as un canon là sur la droite qui va tirer, et là avec tous les cristaux t'imagines ce que ça donnerait. Mais bon, t'as un safe spot qui est très dur à tenir par le haut, donc c'est pour ça que j'aurais préféré passer par le bas. Et donc voilà, le niveau est quand même vraiment génial dans son concept, et c'est ce qu'il y a de bien avec Gradius Gaiden, c'est que c'est l'univers vu et revu de Gradius, mais réexploité de façon très très originale et très amusante. Donc le jeu est vraiment très très fun à jouer, même si bien évidemment t'as quand même aussi une difficulté qui est liée au jeu déjà dans le premier loop, qui est quand même faisable, mais dans le deuxième loop c'est vrai que ça commence déjà à devenir beaucoup plus resserré. Et les développeurs ont fait exprès de placer les ennemis dans des angles que prennent les lasers. Voilà, pour que ce soit justement fun, parce qu'effectivement à un moment ils voulaient que ça soit très précis ou autre, et ils se sont dit mais non c'est pas amusant. Et c'est ça le bon état d'esprit dans ce jeu là, c'est que les développeurs se sont amusés à le faire. C'est ça. Ils disent ça se ressent, et c'est ce qu'ils disaient, genre on est payé pour faire ça, on s'amuse tellement à le développer le jeu. Là un ennemi, un boss qui a des tirs qui sont très très perturbants, donc bien évidemment quand tu détruis en plus les barrières t'as le petit boulet de suicide, donc faut pas rester trop centré, faut pas non plus rester face à ces espèces de quatre bras, parce que si tu te retrouves t'as les lasers qui t'emportent et te giclent, donc là c'est le bouclier ne sert plus à rien. En plus on rappelle que c'est un jeu assez vieux qui date de 97, et que la hitbox est assez quand même conséquente quoi. Ouais, c'est pas une grosse hitbox, c'est pas juste le hublot du vaisseau, voilà, c'est pas comme dans Gradius 5. Voilà. Dans Gradius 5 c'est juste le hublot. Et donc là par contre effectivement le troisième niveau il est encore gérable, ça devient un peu difficile, mais c'est vrai que là, le quatrième stage, et par rapport aux enquêtes d'opinion qu'ils avaient faites à l'époque, c'est le niveau où tout le monde se cassait la gueule. Et c'est vrai que moi quand j'ai découvert le jeu à l'époque en 2001 ou 2002 me semble-t-il, c'est vrai que c'était le niveau qui était pas du tout évident, et aussi un boss très chiant à contenir. Enfin, je vais le faire en time-out d'ailleurs. Donc voilà, on arrive sur la thématique, l'une des thématiques emblématiques de Gradius, voilà. Donc sur les Moai, hein, les têtes de l'île de Pâques, bref. Donc déjà la particularité que tu as, c'est que donc les têtes de Moai peuvent se sectionnent simplement quand tu les détruis. Donc bien évidemment tu vois, si je le détruisais et que j'étais en dessous, eh bien tu te fais avoir. Et le problème qu'il y a, c'est que déjà tu as pas mal de petits canons qui tirent dans tous les sens, et tu as aussi des ennemis qui traversent en fait les pans de décor. Donc ça c'est vraiment un niveau où dans le troisième stage on pouvait se faire enfermer aussi, mais là c'est beaucoup plus traître. Et donc déjà il y a aussi, on le rappelle, le rank. Donc qui augmente constamment. Hein. Dans Gradius, tu peux pas jouer sur le rank, hormis si tu meurs. Donc comme je One Knife, c'est rank à l'infini, quoi. Donc je sais pas à quel moment tu atteins le rank max, mais là je pense que c'est un peu le rank définitif. Enfin je saurais pas te le dire, je me suis jamais renseigné à ce sujet-là. Mais bref, comme tu peux le voir, on peut à de très nombreuses se faire enfermer. Donc là on a la section un peu normale, et donc là on a les Moai laser. Donc tout à l'heure effectivement vous voyez que depuis tout à l'heure ils se sectionnent, mais le problème qu'il y a, c'est que les Moai laser, quand ils se sectionnent, le laser s'il le tire il reste apparent encore un petit moment. Donc en fonction de la façon dont le bloc se casse, si le bloc tombe face à toi, on vient de le voir là. Voilà. Il a tombé. Et des fois il peut même rouler. Donc imagine que le truc est en train de tirer encore son laser, ça roule, et donc ça va faire un espèce d'arc de cercle comme ça, et tu te fais avoir. Donc en fait j'essaye d'avoir une espèce de route planifiée, mais comme tu vois, regarde, ça part dans tous les sens. Tu te fais tirer par derrière, par devant, t'as le boulet de suicide. Là j'ai réussi à avoir les deux en même temps. Ouais. Donc ils sont tombés avec le bon angle, sinon j'aurais pu peut-être me faire enfermer. Donc au début ça tirait par la bouche, dans cet épisode ça tire par les yeux. Est-ce qu'il y a un nouvel épisode ça tire par les oreilles en plus ou... Non, de toute façon le concept a été tellement exploité. En fait dans Gradius 4 ils voulaient abandonner l'idée parce qu'ils trouvaient que ça avait été exploité à l'infini, et dans Gradius 5 effectivement tu les vois plus du tout. Parce que ça a été essoré au possible, que ce soit sur les épisodes canoniques, les Gaiden comme celui-ci, ou les épisodes MSX, bref, même si ensuite voilà, c'est vraiment représentatif de la série. Donc là bien évidemment je ne joue pas avec le scrolling, parce que si je redescends je me trouve pris au piège
piège par les deux blocs Moai horizontaux, parce qu'effectivement dans Gradius 3 c'était vertical, tu vois, originalité. Donc d'ailleurs en arrière-plan on voit la Dark Nebula de laquelle on est sorti là, dans l'espèce de triangle des Bermudes cosmico-spatial. Donc là voilà, on arrive sur la section qui précède le boss. Donc là je refais le plein en power-up. Donc les power-up quand tu les prends ça rapporte du point, mais bon moi je joue pas du tout au score, ça n'a que peu d'intérêt dans un Gradius en passant. Et donc là on a cette espèce de chenille mécanique, ça c'est pas très dur, mais voilà, ça c'est le genre de ce que j'appelle les pièges à la con, donc c'est les trucs que tu te fais avoir la première fois et ensuite ça passe sans souci. Mais on voit que beaucoup de sprites tournent dans tous les sens, etc. C'est une des spécificités de la PlayStation, effectivement, quand les développeurs ont décidé d'entériner le projet Gradius Guidance, c'est qu'effectivement ils ont choisi la PlayStation parce que tout simplement elle avait une simplicité pour gérer tous les effets de transparence, la rotation, la déformation de sprite. Et bien évidemment, on va le voir là de nouveau. Voilà, on le voit là à nouveau et bien évidemment on ne vous apprend rien, tout le monde sait que la PlayStation en quelque sorte c'est un peu l'héritière de la Super Nintendo sur le plan technique et effectivement en soi ça évoque beaucoup, même si c'est une facilité de langage, le mode 7 en fait de la Super Nintendo. Donc c'est vrai que moi à l'époque quand j'ai montré le jeu à un ami, mais il me disait mais c'est un jeu 16 bits, mais c'est vrai que dans les effets ou autres ça rappelle vraiment la période Konami où tu avais tous les hits 16 bits qui sortaient sur Super Nintendo, les Contra, les Pop and Twinbee, les Spark Serve, des jeux où tu avais beaucoup d'effets de rotation. Et là, effectivement, c'est un boss qui est vraiment représentatif de ça. Donc, le truc qu'il y a, c'est que déjà par rapport à la première loupe, déjà t'es complètement enfermé dans la première loupe, tu n'as que 2 têtes de Moai à gérer. Donc le problème qu'il y a, c'est que là comme t'en as 4, je ne peux pas les tuer, j'ai pas le temps pour les tuer, donc je dois jouer le boss au timeout. Et donc les attaques, il faut faire beaucoup de bullet herding dans un espace qui est tout le temps en mouvement. Donc non seulement je dois orienter les anneaux principaux qui se subdivisent, donc c'est super traître, donc il faut pas être trop devant, il faut faire en sorte de les orienter pour qu'ils soient devant toi, en tenant compte du fait que t'as l'écran en rotation. Et en plus de ça, t'as une espèce d'anneau Moai semi-tête chercheuse, excusez-moi du néologisme, il faut les orienter d'une façon très particulière. Donc ce boss-là, ce jeu-là en l'occurrence, joue sur ton endurance. Et c'est... Personnellement, je trouve pas que c'est un boss tendu parce que je l'ai tellement joué et t'as des boss qui sont beaucoup plus durs que celui-ci, mais c'est long, c'est vraiment long quand tu es dans la partie. Pour vous, ça me paraîtra court. Parce que tu vas pas le détruire, quoi. Non, j'ai pas le temps. Si je voulais le détruire, déjà, je prendrais un risque parce que j'aurais pas le temps d'orienter les anneaux et le truc à semi-tête chercheuse, bref, l'anneau serpentin. Donc là, je ne. Est-ce que c'est un terme du manuel, ça Je ne sais pas. Là-dedans, il y a marqué Arnaud. Anneau serpentin, t'es sûr? Non, j'invente des termes. C'est comme dans le versus fighting, on s'invente plein de termes comme ça pour donner un côté pseudo-technique au super play, tu vois. Mais bien heureusement, je ne prends pas ça trop au sérieux. On est là pour s'amuser. Mais comme tu vois, regarde, on peut se faire enfermer très très facilement. Là, à un moment, je vais être trop proche de l'anneau, donc il va me sauter à la gueule. On va le voir tout à l'heure. Donc c'est un boss qui est... En fait, il y a un timing, il y a des placements à gérer, mais c'est jamais les mêmes placements. Et bon, au bout d'un moment, il finit par s'auto-détruire, bien évidemment. La première fois, moi, je pensais que tu vois, quand les blocs se détachent, ça pouvait te tuer. Heureusement non, parce que tu dis, tu passes tellement de temps là-dessus et le truc te tombe dessus, ça aurait été salaud. Et effectivement, les développeurs, c'est ce qu'ils ont dit, dès qu'ils trouvaient que quelque chose était trop dur, ils faisaient en sorte de le rééquilibrer pour trouver justement le bon équilibre, pour que ce soit une difficulté qui soit, progressive et qui t'incite à te dire, j'ai envie de rejouer au jeu. Parce qu'au départ, c'est pas un jeu arcade, donc ils ont aucune raison de faire cracher des pièces. Voilà, aux joueurs, exactement. Mais c'est vraiment, ensuite, si ensuite tu veux que le jeu devienne plus dur, tu peux jouer dans les loops, tu joues dans les loops, simplement. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a 10 loops en plus, c'est ça? Il y a 10 loops, effectivement, en moyenne dans tous les Gradius ça tourne à l'infini, mais la moyenne des joueurs, a priori, je crois japonais, la moyenne sur tous les Gradius, ils arrivent à tenir 10 loops. Bon, alors maintenant, les gars, je sais pas ce qu'ils foutent dans leur vie, mais bon, et les joueurs qui font ça, je sais pas si je serais en admiration devant eux, mais bon. Et là, on arrive sur un niveau qui est vraiment sublime, le stage organique, la forteresse organique, et ce stage-là a beaucoup inspiré celui de Gradius 5. Et je trouve que d'ailleurs là, c'est beaucoup mieux rendu en 2D parce que les ondulations, elles sont vraiment, là, t'as vraiment le côté organique qui est très très bien rendu avec des ondulations en 2D, et le stage est vraiment génial. Étonnamment pour les joueurs néophytes, c'est pas pour me vanter. C'est un niveau qui, dans certaines sections, va vous paraître très très dur, notamment en milieu de niveau. Mais concrètement, comme le jeu est très généreux en power-up rouge,
régulièrement, bien évidemment, si tu adoptes la stratégie de toujours conserver ton bouclier en surbrillance, tu peux très vite revalider ton bouclier. Donc très souvent, je vais faire sauter mon bouclier pour en revalider un autre et pour avoir une section, une partie très sécurisée, bien évidemment, puisque je dois one-knife. Donc là, un petit piège à connaître. D'ailleurs, tu remarqueras que les espèces de blobs, en fait, ils ont pas au début, je pensais que c'était leur déplacement était erratique, mais en fait, ils absorbent les capsules rouges. Donc quand tu fais ça, tu sais par où ils vont aller. Donc c'est pour ça que j'absorbe les capsules rouges. C'est cette section-là qui va être très chargée en termes de tir, parce que tu as des boulets de suicide, tu as des ennemis qui contiennent des boulettes, et ça paraît très dur comme ça, et en fait c'est pas une section très très dure parce que tout simplement regarde le nombre de power-up rouges qu'il y a. Donc je fais en sorte des fois de nettoyer pour repositionner la surbrillance sur le 6e bloc sur lequel tu as le shield. Et dès que je sens que le bouclier va sauter, bon faut quand même faire un peu attention. Hein, ça je gère pas non plus n'importe comment. Tu vois, je revalide tout de suite. Et d'ailleurs tu remarqueras que les espèces de chenilles, si tu ne les tues pas, elles reviennent. Donc il faut les tuer. Et donc là, pareil, il y a un effectivement, ça me paraît très dur. Ouais, mais bon, c'est une question d'habitude et le jeu. Même si à l'époque je ne jouais pas sérieusement, je le joue depuis 2001, donc je l'ai vraiment en tête. C'est un jeu, tu vois, c'est comme le vélo, t'oublies jamais. Quoi. Et donc là, les espèces de nervures, si tu les laisses faire, elles vont complètement refermer ils peuvent le faire, c'est assez lent. Donc tu fais en sorte juste de toucher l'un des tendons et ensuite le bloc finit par s'exploser sur le décor. Donc là voilà, le plus dur est passé, mais par contre là le boss il est vraiment tendax. Donc c'est un boss qui fait écho au 2e boss de Gradius 2 et au 6e boss du tout premier Gradius. Hein. Donc pour les connaisseurs, je pense que ça vous parlera. Et c'est un boss, là encore, c'est très très original, mais ça va être très tendu puisque ça rebondit dans tous les sens. Et vous allez voir. Donc d'ailleurs, tu vois là, je me suis complètement collé sur la droite pour déjà positionner mes options sur l'œil, déjà pour infliger pas mal de dégâts dès le début. Et vous allez voir pourquoi ce boss est dur, c'est que déjà il te balance 3 balles qui rebondissent dans tous les sens, donc c'est complètement aléatoire, et quand ces balles touchent en fait le décor, ça aléatoirement ça peut activer des tourelles organiques. Et donc le problème qu'il y a, c'est que là c'est super salaud parce que j'ai une tourelle qui est dans le dos et que je ne peux pas détruire, donc je dois à la fois gérer les balles qui rebondissent dans tous les sens et en plus t'as les tourelles qui me tirent dans le dos. Donc là j'ai une configuration qui n'était pas du tout idéale et j'ai réussi à m'en sortir. Stage 6, effectivement, où là c'est un espèce d'énorme foutoir, c'est le cas de dire. Donc on va arriver dans une espèce de jungle tropicale cosmique, encore une fois. Hein. Donc pour les amateurs de Jace et les Conquérants de l'Univers, je pense que ça va un peu vous parler. C'est vraiment troublant, hein, bien évidemment, même si la thématique est issue de Nemesis 2 sur MSX. Donc bon, là c'est l'introduction assez classique pour refaire le plein en power-up rouge. Donc voilà, là c'est un niveau, j'ai toujours un chemin plus ou moins précis, bien évidemment, pour que ce soit toujours plus ou moins la même chose. Mais comme on l'a vu dans les autres niveaux, mais là je trouve que c'est vraiment exacerbé. On se fait ça fait Jace. Je rigole, mais ça fait vraiment Jace. Quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est exactement le même rendu, le même graphisme, on va dire. Vous allez voir qu'en fait ça tire dans tous les sens. Bon, il y a déjà la montée du rang qui fait que effectivement le boulet de suicide devient beaucoup plus systématique. Donc là par contre effectivement cette espèce de liane ou de lierre, donc j'attends de les détruire au dernier moment parce qu'effectivement ça déclenche des bras qui te tirent dessus. Là t'as des bases qui te tirent des ennemis. Là je dois faire l'effet de balanceur sur cette espèce d'autre lierre métallique, mais ensuite en contrepartie t'as des ennemis qui me prennent dans l'eau. Donc là comme vous pouvez le voir, ça tire vraiment dans tous les sens et j'ai pas le temps de tuer tous les ennemis. Donc il faut avoir les yeux partout. Il y a une variété d'ennemis dans ce niveau qui est juste hallucinante. Qui est vraiment hallucinante. Donc effectivement, là je fais un petit peu de bullet herding et je profite un peu du décor. Là on passe très très rapidement, mais le deuxième tu peux pas le passer comme ça. Donc là il faut bien se positionner. Et donc là par exemple, tu as ces espèces d'insectes. Là je les ai tués, mais si tu leur laisses tirer leur espèce de graine avant qu'elle n'explose, ça génère une capsule rouge. Donc d'ailleurs, lors du premier run, on avait dit que je ne conservais que 3 options pour ne pas faire apparaître l'Option Hunter. Donc là je vais enclencher ma 4e option. Parce que je sais que si je le fais à ce moment-là, ça va faire apparaître l'Option Hunter au niveau suivant. Hop, ça y est, 4 options. Voilà, 4 options. Pourquoi ? Parce que là, j'arrive dans des niveaux où tout simplement j'ai besoin de ma puissance de feu intégrale, et sans compter le fait qu'avec une 4e option, je couvre beaucoup plus d'espace de tir. Et en plus de ça, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous faites prendre dans tous les sens. Là, c'est le cas de le dire, c'est par derrière, c'est par devant. Donc tu m'as dit que ça augmente peut-être un peu le rank aussi. La 4e option, effectivement. Alors ensuite, je dis pas ça pour me vanter, mais pour des joueurs néophytes, ça saute pas aux yeux. Mais quand t'es vraiment à fond dans le jeu, la 4e option, ça augmente un petit peu la vitesse
vitesse des tirs et la quantité des tirs. Ça saute pas aux yeux, mais bon, moi pour avoir joué pas beaucoup au jeu, je peux te dire que c'est vraiment, tu le sens. Ça te saute pas aux yeux, mais voilà. Et donc là, on arrive sur un boss qui s'appelle Gigarose, que j'aime bien surnommer Versailles Nobara, hein, version mutante, on va dire. Oscar François de Jarget, si tu nous écoutes. Donc voilà, c'est un boss en 3 formes. Donc déjà, cette première forme, elle n'est pas du tout évidente parce que ces espèces de graines peuvent avoir. Et en plus de ça, tu as des graines qui sont plus ou moins auto-guidées. Donc c'est pas vraiment évident, donc c'est pour ça que d'ailleurs là j'avais besoin de la 4e option pour atteindre son cœur. Et donc là, pareil, avec les 4 options, je peux atteindre le point névralgique qui est situé un peu haut, mais il est protégé par ses 2 bras. En sachant que les espèces de graines peuvent rebondir, il allonge son bras, mais t'as un autre qui passe par le dessus, donc je dois l'orienter pour ne pas me faire penser et avoir. Donc la première fois quand tu... Et ça d'ailleurs c'est exclusif au 2e loop, donc au 1er loop t'as pas ce pattern là, donc il faut vraiment faire très très attention. Et son bras extensible, ça peut paraître simple à esquiver, mais il est très 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 rapide. Et donc tu as la dernière forme, où là ça se transforme en une espèce de bicorps végétal. Je trouve que c'est vraiment très très bien rendu. Donc le boss t'attire. Et donc là, je suis en speed up 1 pour le moment. Et donc effectivement, je lutte en fait pour conserver la stabilité du vaisseau. Là, je dois bien positionner mes options pour détruire toutes les espèces de balles parce qu'ensuite, ça fait un espèce de tir trident et ça fait des croisements dégueulasses dans tous les sens. Et là, j'ai bien endommagé le corps du boss. Donc j'ai même pas à m'avancer. Il va se faire détruire là parce que d'habitude, en fait, je m'avance pour optimiser mon DPS sur donc le dommage par seconde et pour lui bourrer la gueule. Et donc là, c'est passé sans souci. Et donc ce boss est inspiré d'un boss de Gradus 3, effectivement, qui était aussi une plante qui t'attirait. Et donc là, on va arriver sur un niveau extrêmement difficile, mais paradoxalement, c'est un niveau que j'aime beaucoup et que les développeurs aussi aimaient beaucoup. Donc c'est à nouveau le Volcano Stage. Moi aussi j'aime beaucoup. Voilà, mais pour le coup, on va pas voir des volcans crachés dans tous les sens. Vous allez voir la particularité de ce niveau et qui le rend aussi très très difficile. C'est le cas de le dire, un peu comme dans Rocky 3, il faut avoir l'œil du tigre. Voilà, c'est bon. L'œil du tigre, magnifique. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, on va pas annoncer la couleur du niveau, ça va débuter d'ici peu de temps. Donc là c'est l'introduction, pareil, très prévisible. Bon, il y a quand même de la boulette suicide, il faut faire attention. Donc là on arrive sur le Volcano Stage. C'est sympa parce que tous les débuts de niveau c'est vraiment pour te refaire. Et là regardez ce qui se passe. Les tirs commencent à être attirés vers la gauche de l'écran. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous êtes poursuivi par un trou noir. Et donc voilà, rien que ça. Et donc en quoi ça impacte le level design ? Tout simplement déjà les décors vont être attirés par le trou noir, ils vont se désagréger au fur et à mesure. Et suront les tirs ennemis qui à la base décrivent des lignes droites vont en fait vont former des courbes. Et en plus de ça, la vitesse des tirs accélère parce qu'ils sont attirés par le trou noir. Donc vous avez un niveau où c'est complètement imprévisible. Et en plus de ça, il y a le bullet suicide. Donc tu tues un ennemi à bout portant, le truc est attiré par le trou noir, tu te fais avoir. Moi je veux attirer aussi l'attention sur le fait que tes missiles là qui sont sur les murs reviennent en arrière. Voilà, reviennent en arrière. Donc même comme ça, pour détruire les ennemis, c'est très tâchant. Bien évidemment, tu dois détruire des éléments du décor, mais ces éléments du décor là qui sont solidaires au sol, quand ils sont solidaires, ils te protègent des tirs. Mais quand ils se désagrègent, t'as les tirs ennemis qui peuvent passer au travers. Et donc ça veut dire que c'est un niveau dans lequel t'as pas de... Il faut vraiment avoir les yeux partout. La PlayStation est complètement à genoux, tellement il y a d'éléments. On est sur PlayStation 1, PlayStation 1. La 1. Moi je trouve ça incroyable qu'elle arrive à gérer tout ça en même temps. C'est la folie. Et c'est la folie aussi pour le joueur, parce que là-dedans, pour tout distinguer, c'est vraiment abominable, mais la tension est tellement fou que c'est aussi étonnamment très jouissif à jouer. Tu as vraiment l'adrénaline qui est chevillée au corps et tu te dis je dois m'en sortir, je vais m'en sortir. Et voilà, donc très souvent, de toute façon depuis le début du run, vous voyez que je revalide régulièrement. Donc là je positionne mes options pour essayer, tu vois là les missiles sont effectifs. Et là cette dernière section elle est très très dure. Et là, on a l'Option Hunter qui va bientôt apparaître. J'aurais voulu qu'il apparaisse un peu plus tôt. Et pareil, ces ennemis-là, il faut les détruire très rapidement, sinon ils te déclenchent des lasers et partent dans tous les sens, ça devient horrible. Et t'as la dernière section qui est très chiante parce que c'est les ennemis qui vont arriver en pagaille. En plus, t'as l'Option Hunter qui débarque. Il y a l'Option Hunter à gauche de l'écran. Voilà, t'as toutes ces sections d'ennemis-là avec du bullet suicide. Donc là, ça va. Je me suis fait voler qu'une option, donc ce qui est pas plus mal puisque ça va légèrement. Donc c'était fait exprès. Oui. C'était un peu. C'était voulu. Je le voulais, mais je savais pas si ça allait passer. Donc voilà, c'était du pif contrôlé, on va dire. Un poil baissé là. Ça fait, c'est pas très perceptible. Là, pareil, un boss qui peut paraître comme ça
très simple au premier abord, mais il faut se rendre compte que depuis le début du stage, vous avez des débris comme ça, qui partent un peu au hasard, et en plus ces débris-là, des fois, sont bloqués par le boss, et d'autres fois, ils rebondissent. Donc il faut vraiment faire attention, c'est un boss qui est vraiment chafouin, et on peut se faire avoir très très régulièrement, même si là, en apparence, ça va vous paraître simple, mais c'est pas du tout le cas. Donc il faut vraiment faire attention, et tu vois, justement, le Ripple Laser, là, je peux pas me coller contre le corps, donc en plus, pour l'atteindre, c'est pas vraiment évident avec cette arme-là. Alors, les développeurs, au début, avaient songé à ce que le tir principal soit lui aussi attiré par le trou noir. Oui, exactement, mais alors là, je sais pas si ça aurait été amusant, mais c'est ce qu'ils ont dit, effectivement, là, ça aurait été abominable de traverser ce niveau-là. Tu peux rien tuer, tu peux rien détruire. Ouais. Finalement, une fois de plus, comme tu le disais dans la première partie, ils ont vu que c'était trop dur et ça cassait le fun du jeu. Ça cassait le fun du jeu, mais en fait, le truc qu'ils disaient par rapport au développement, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'ils développaient le jeu, à chaque fois, ils étaient en train de programmer, ils validaient le truc, ensuite ils testaient, et s'ils voyaient que ça passait pas trop, ils reprogrammaient derrière, et ensuite ils réessayaient. Donc, ce qu'ils disaient, en plus, c'était une méthode de développement assez particulière qui est vraiment, qui était effective peut-être dans le courant des années 80 et début des années 90. Et là, Formidable Guardians, 7 boss à abattre, et ça va être le bordel total. Donc c'est un boss rush, donc on va voir tous les boss habituels de... Non, c'est un boss rush original, parce qu'effectivement, dans le deuxième niveau, on a vu le cimetière dans lequel il y avait du fanservice, et là, ils se sont dit, plutôt que de faire encore une redite, on va faire des boss qui sont complètement parce que originaux. les boss, en fait, sont déjà tous morts. Donc, voilà, exactement. Donc là, on va combattre des prototypes, donc des vaisseaux... Un boss rush avec des boss originaux, c'est quand même... Voilà, on commence avec le laser Tetran. C'est original. Tetran, ouais, voilà, qui là forme un Manji. Donc d'ailleurs, ce qui va être très très chaud dans ce niveau-là, c'est que je vais perdre en fait mon bouclier. Bon là, ça je sais que je le perds là parce que la hitbox c'est vraiment désastreux sur ce boss-là, mais je vais perdre mon deuxième bouclier parce que j'ai mal orienté la pattern, c'est super salaud parce que tu peux te faire récupérer par les lasers. Et donc là, j'ai encore 6 boss à faire à poil. Plus de bouclier, plus rien. Et là, je me suis dit, ça passait pas. D'ailleurs, ce boss-là est super tête sur un truc, c'est quand tu le fais sauter, t'as plein d'effets pyrotechniques et en fait, ça masque les 2-3 boulettes suicides qui te balancent. Et on peut se faire avoir. Donc là, on a un boss aussi qui se gère de façon totalement différente par rapport au premier loop. Donc déjà, on va voir un boss qu'on a vu dans Gradius 2. On va en voir 2. Donc le Death Core, là, avec son gros laser. Et là, t'as le Parasite Core, donc qui est complètement sur la droite, donc qui va se nourrir de l'énergie des Death Core. Donc le truc qu'il y a, c'est que je vais faire en sorte de détruire le Death Core du bas. Ensuite détruire le Parasite Core et ensuite détruire le deuxième Death Core. Donc déjà, c'est pas forcément évident parce que t'as ces vagues énergétiques qui sont pas du tout évidente à esquiver. Tu dois pas te retrouver face au Death Core, tu dois faire en sorte d'infliger aussi du dégât au corps du Parasite Core. Ça fait beaucoup de corps effectivement à détruire, je suis désolé. Voilà, donc là je détruis déjà le premier Death Core. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand tu fais sauter l'espèce de soute, en fait il a un deuxième pattern. Alors là t'as les bon, voilà, j'ai détruit, là c'est fait vraiment de façon parfaite. Pourquoi ? Parce que en fait le deuxième pattern c'est des missiles à tête chercheuse. Donc imagine-toi si j'avais détruit le Parasite Core et que j'avais les 2 Death Core à gérer et qui te font des espèces de missiles à tête chercheuse façon Macross, c'est du tir croisé dans tous les sens, c'est quasi impossible à esquiver. Donc là c'est un boss, c'est pas du tout évident, ça paraît très simple, mais il faut le faire de façon très méthodique. Donc là c'est passé vraiment de façon parfaite, et là on attaque le Triple Core. Boss très impressionnant, mais qui pareil est très très simple une fois que tu as la méthode. C'est toujours les mêmes déplacements, c'est toujours la même façon de se déplacer. Et en plus de ça, par contre, le truc à bien faire par rapport au placement que j'ai développé, c'est qu'en fait, je fais en sorte de les détruire plus ou moins tous les 3 en même temps. Parce qu'en fait, quand on a plus que 2, ils font un certain pattern qui est chiant à esquiver, et le dernier te fait un pattern pas très dur à esquiver, mais qui peut être surprenant par sa vitesse. Donc voilà, le big laser, la façon Space Battleship Yamato. Et voilà, donc bon, je préfère éviter ça parce que des fois ça peut être un peu surprenant. Et donc là on attaque la seconde phase du boss rush. Effectivement tu remarqueras que ça se passe bien parce qu'effectivement je fais en sorte de détruire les boss très rapidement, parce que si tu les laisses survivre ça va devenir problématique, et d'ailleurs sur ce boss là ça va être problématique parce qu'effectivement je l'ai pas tué à temps. Donc par rapport au premier loop, tu as ces espèces t'envoies des mantos, les rouges sont destructibles et les bleus ne le sont pas, et en plus de ça dans le deuxième loop tu as de la boulette suicide sur les dragons en fait qu'il envoie. Donc là en deuxième loop, si ce boss là tu le laisses survivre trop longtemps, ça devient vraiment très problématique. Là je vais avoir un mauvais positionnement par rapport à mes options, donc pourquoi ? Parce que en fait j'aurais dû faire en sorte d'aligner mes options pour déjà détruire les barrières. Et là le problème qu'il y a, c'est qu'il me reste encore 2 barrières à détruire et encore le corps. Bon, le DPS du Ripple Laser est très élevé, mais même comme ça tu vois, voilà, le problème qu'il y a c'est que c'est ça, je vais me retrouver au milieu de tous ces patterns là. Là le dragon, je l'ai pas tué, donc il se déplace n'importe comment, et là je vais le tuer et je vais avoir de la chance parce que j'aurais pu me faire enfermer par le chapelet de boulettes suicide. Donc là tu vois ce boss là, j'aurais pu me faire tuer. Pourquoi ? Parce que voilà, si le timing n'est pas respecté, si tu laisses ces boss là survivre, ça devient
un bordel total. Donc ça, je le fais pour le fun, mais je vous rassure, là, on se fait pas tuer. En fait, il se l'a fait à la samouraï, il se fait le hakiri parce que... le hakiri, qu'est-ce que je raconte ? Le harakiri, pardon, parce qu'il ne veut pas mourir de ta propre main. Bon, bref. Et là, on va arriver sur le juggler corps, avec, pareil, la mitron, donc... Pareil, ce boss-là, il faut l'abattre très très rapidement. Donc t'as ce pattern-là, il faut être bien centré, et les deux espèces de missiles qu'il envoie, donc je peux pas trop m'avancer, parce que ça balance du balai de suicide, mais si tu t'avances trop, tu te fais tuer. Et là, il faut le tuer tout de suite, sinon ça aurait été un pattern, je vais pas l'expliquer, mais ça aurait été vraiment... Le boss se déplace, il y a les mitrons, ça aurait été... Et là, on a le Neo Big Core. Donc vous vous souvenez du premier Big Core, le boss du tout premier Gradius, là on a une version surexcitée, et c'est un boss tellement loin à battre, il a des patterns super perturbants. Donc voilà, t'as les deux modules, en plus de ça, il déclenche un faisceau laser et l'Option Hunter qui vient au milieu, donc ça va, j'ai réussi à m'en sortir, bien heureusement. Donc comme tu peux le voir, il a un ensemble de patterns qui se cumulent et qui fait que c'est très très tendu, et t'as pas vraiment d'espace pour naviguer. Tu vois, si je me recule et que je suis pris dans le faisceau laser rouge, je meurs. Et donc en même temps, tu vois, il balance ces espèces de modules qui te balancent des espèces de laser rectilignes. Donc c'est un boss déjà qui est long à battre, et en plus de ça, quand tu fais sauter les petites barrières, en plus, des fois, il accélère le mouvement aussi, parce que c'est simple, bien évidemment. Et donc, quand tu fais sauter les barrières laser, en fait, ça fait un triple way shot. Et donc, tout ça se cumule, et des fois, tu peux te retrouver coincé. Donc, c'est très, très tendu. Et avec le Ripple Laser, avec ce vaisseau-là, avec le Lord British, c'est dur, parce que, comme tu vois, je dois positionner mes options, et je dois pas être devant, parce que sinon, t'as le boulet de suicide qui peut m'emporter. Là, comme t'as encore une barrière, là, j'aurais pu exploiter un safe spot, parce que si je tirais sur la barrière, j'étais mort si j'étais complètement sur la gauche. Mais on va voir que tout à l'heure, je vais exploiter ce safe spot-là lorsque le corps sera accessible. Et voilà, c'est des patterns qui se répètent indéfiniment, mais c'est vraiment pas du tout évident. Et le faisceau rouge fait que tu peux pas, t'as très très peu de marge pour esquiver les patterns. Et pareil, la phase de réaccélération, elle est très très perturbante visuellement. On peut se faire avoir de très nombreuses fois, et à de nombreuses fois, vous voyez que ça passe très très juste. Et depuis le début du boss rush, j'ai pas de bouclier, j'ai que dalle. Je le fais nature. Et il y aura encore un boss derrière. Bref, que du bonheur. Ah ouais, non, mais... Tu pensais pas le passer quand t'as... le boss rush... Voilà, là, tu vois, je peux exploiter ce safe spot-là. Par contre, les mines, en fait, lorsqu'elles sont déclenchées, elles ne te tuent pas. C'est l'explosion qui te tue. Et donc là, on a le dernier boss du boss rush qui est exclusif au deuxième loop et qui s'appelle Heaven Gate, la porte du paradis. Bon, pour moi, ce serait plutôt la porte de l'enfer. Un boss, déjà, qui est très impressionnant quand on le voit pour la première fois. Déjà, là, c'est massif. Et voilà, il t'accueille à bras ouverts. Et là, on a un boss qui est vraiment abominable. Alors, il y a quand même un peu de marge au niveau des hitbox. Vous allez voir qu'à un moment, je vais avoir un tir laser qui est superposé à ces lasers. Il y a quand même un peu de marge, mais même comme ça, c'est un boss qui est très très éprouvant. Et en plus, c'est un boss que tu ne peux pas arnaquer. En gros, tu peux pas t'amuser à positionner les options sur le cœur ou sur les barrières. Tu dois vraiment le détruire en nature. Tu détruis barrière par barrière, et ensuite, il faut que j'aie accès au corps. Et en plus de ça, je dois faire du bullet herding de façon très précise. Et là, tu vois, il y a quand même une marge sur les hitbox. Là, je comprends même pas pourquoi ça passe au travers. Tu vois, je meurs pas. Comme disait Maradona, tu vois, c'est la main de Dieu. Et c'est vraiment, en fait, vous vous dites que oui, il suffit de se caler en fait dans ces espèces de couloirs que forment les lasers, mais le placement doit être vraiment précis. Il faut vraiment être précis, même s'il y a un petit peu de marge, mais très très peu. Vous allez faire voir que si vous ratez votre bullet herding pour l'orienter, vous faites très très vite coincer. Donc c'est un boss qui est résistant, et tu vois, le Ripple Laser fait que j'ai pas accès au corps. Donc il y a vraiment qu'à certains moments précis que je peux m'approcher du boss. Et en plus de ça, en plus des lasers bleus, t'as les autres lasers qui viennent se superposer. Donc là, par contre, là voilà, pareil, grosse marge sur ce laser-là. Et regarde, le boss est long. Et là, regarde, j'ai failli me faire coincer. Je vais l'avoir à ce moment-là, mais quand vous pensez l'avoir tué, d'accord, quand vous pensez l'avoir tué et que vous avez fait sauter le corps, il vous fait une petite saloperie, bon je le savais, il se déplace encore, il te balance encore 2 attaques et t'as le chapelet de boulet de suicide. Donc si t'es centré et que tu te retrouves au milieu et que le truc est encore en déplacement, là c'est foutu. Ce boss là est vraiment horrible, et c'est des sueurs froides quand je me retrouve face à lui. Parce que il est intimidant visuellement. Ça s'ouvre et t'as tout qui part comme ça d'un bloc et tu fais merde. Même quand tu connais les placements, les patterns ou autres, c'est tellement intimidant que tu vois le truc qui part comme ça et tu fais ouh merde.
Et donc là, on arrive sur le dernier niveau. Tu vas reprendre un bouclier. Je vais reprendre un bouclier et même comme ça, je vais très très vite le reperdre parce que là, on est sur le dernier niveau, rank max, ça boulette dans tous les sens et même là, tu vas voir que je vais perdre mon bouclier parce que tu as tellement d'ennemis qui t'arrivent sur la gueule que maintenant, là, le boulette suicide est presque systématique. Dans le deuxième loop, c'est plus ou moins aléatoire et donc là, une section pareille qui peut être abominable mais que j'aime beaucoup. Alors par rapport à Gradius 2, je n'ai pas un chemin scripté. Pourquoi ? Parce que tu as des ennemis en fait qui vont te poursuivre et donc le truc qu'il y a, c'est que je dois faire en sorte de les orienter pour qu'ils se frottent contre les décors et s'autodétruisent. Et donc là, tu en as deux qui me poursuivent, mais il y en a encore un autre là qui va me poursuivre. Et donc ce qui fait que là, tu peux pas scripter ton déplacement dans cette espèce de complexe militaire, enfin dans la grande base des méchants, on va dire. Donc le thème est vraiment génial, la sensation de vitesse est vraiment incroyable. Là, je ne tire pas pour éviter de me manger les boulettes suicides. Ouais. Là, j'ai la configuration parfaite. Très très vite, on se colle sur la droite de l'écran pour éviter de se faire enfermer de se cracher sur les portes. Et là, on a le boost core qui débarque, un boss que je vais faire en sorte de détruire très très rapidement. Et par rapport au deuxième loop, ces réacteurs peuvent te tuer. Donc là, en termes de positionnement, c'est extrêmement serré. Et pour gérer le high speed stage, j'ai dû valider un deuxième speed up. D'accord ? Donc ce qui fait que maintenant le vaisseau est une véritable savonnette. Donc en termes de placement, c'est beaucoup moins précis pour ma part. Et ça, c'est vrai que c'est très très dur à gérer sur le dernier niveau. Et pourquoi je veux le détruire très rapidement ? Parce que si tu le laisses faire, en fait, il se désagrège. Et les morceaux de son armure qui explosent et qui pivotent dans tous les sens peuvent te tuer. Donc là, ça s'est très très bien passé. C'est pas du tout évident, mais comme dans le niveau avec le trou noir qui te poursuivait, c'est un niveau qui est tendu, c'est le dernier niveau, mais il est très très jouissif à jouer, notamment la section High Speed Stage. Là, par contre, ça va devenir très très salaud. Bien évidemment, on va reconnaître un truc qu'on avait vu dans Gradius 2. Donc, tu te souviens de cette section de Gradius 2 où tu avais des pans du décor qui bougeaient dans tous les sens. Et dans Gradius 2, c'était relativement lent, c'était très prévisible. Là, c'est beaucoup plus rapide. Tu as des tourelles dans tous les sens. Et voilà, regarde, ça arrive de partout. Là, ça arrive vraiment de partout. Et je vais revalider un nombre incalculable de fois mon bouclier. T'as les petits duckers, les espèces de D209, les robots bipèdes aussi qui te font un double way shot qui peut être aussi faire des tirs croisés assez dégueulasses avec le cumul des canons. Donc là, tu vois que c'est beaucoup plus rapide en termes de déplacement. T'as des canons en haut, en bas, sur les façades des murs. C'est vraiment horrible. Et à peine les ennemis apparaissent, ils te tirent dessus. Donc c'est vraiment, là, c'est du snipe. Et pourtant, je suis collé complètement sur la droite, mais des fois, je dois me redécaler parce que voilà, tu vois, t'as les trucs qui sont en déplacement, t'as les tourelles, et donc ça fait du tir croisé dans tous les sens. Là, l'acuité visuelle est vraiment doit être à son maximum à ce moment-là. C'est l'œil du tigre façon niveau 3, quoi, version Kaioken, tu vois. Voilà. Ce cher Son Goku. Et Maître Kaigo, bien évidemment. Et donc là, c'est bon. Là, je voulais juste me faire capturer une option, et malheureusement, mal positionné, je me fais capturer deux options. Et là, on arrive sur le Gunner Wall Démo FX. Et oui, c'est une version surboostée. Bien évidemment, si tu fais pas attention, tu peux te faire avoir par le module central. Et là, avec deux options, c'est pas que je vais mettre plus de temps à battre le boss. Alors vous vous dites, oui, ça fait un peu baisser le rank, mais le problème c'est que là, on est sur le dernier niveau et le rank a tellement augmenté que c'est pas évident. Et en plus, il a ce pattern-là qui est vraiment salaud. Et d'ailleurs, en fait, quand il vous fonce dessus, le programmeur en fait qui s'est occupé de ce boss-là, en fait, a priori, de ce qu'il dit, c'était un gros fan de Battle Garaga. C'est un clin d'œil à l'un des patterns de Black Earth, l'un des boss mythiques de Battle Garaga. Bon, ensuite, c'est pas un jeu que je connais beaucoup, mais bon, bref, c'était vraiment plus pour l'anecdote. Et comme tu peux le voir, c'est pas évident, mais ça va, je gère. Donc le truc qu'il y a, c'est que là, dans l'immédiat, j'ai tout de suite validé ma troisième option et ensuite mon force field. Mais tu vois, là, avec deux options, t'as des ennemis qui vont arriver par derrière. Avec deux options, c'est déjà beaucoup plus tendu à gérer, tu vois. Là, si j'avais mes quatre options ou mes trois options, ce serait un peu plus simple, mais bon, ça va. Je gère. Mais bon, trois options face à ce boss-là aussi, voilà. Tu vois, là, j'ai hésité à valider la quatrième option, mais je me suis dit non, je préfère avoir un force field de rechange. Pourquoi ? Parce que, pareil, c'est un boss qui est très très salaud, notamment ce tir canon. Ça part très très vite et en plus, t'as des boulettes suicidantes en plus. Ce pattern-là s'ouvre au dernier moment en plus. Là, c'est pas fini. Donc là, je dois détruire les missiles, boulet de suicide, des flamèches, il te tire à l'arrière-plan, et je revalide, et je dois pas rester en bas, parce que l'autre, il débarque avec ses rollerblades. Heavy de cœur, c'est ça son nom. Ah oui, c'est Heavy de cœur, et c'est un boss, il est pas très long à battre, mais son pattern est tellement salaud. C'est tellement salaud. Ça s'ouvre au dernier moment, là j'ai eu très très froid. Lui aussi a été nerf, hein, c'est ça. Oui, il a été nerf parce qu'au début, il était beaucoup plus dur que ça. En fait, je crois que t'avais une rangée de 2000. En fait, les mines qu'on a vu qui font des colonnes de flammes.
voilà. Là, t'avais de l'espace pour en détruire. Mais là, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, alors ça, pareil, comme dans Gradius 2, là, on arrive au centre de la base, donc la base va exploser, un petit peu comme l'étoile de la mort, parce que bien évidemment, on a fait sauter le centre névralgique, que sais-je. Et là, on a une espèce de réexploitation du concept de l'araignée mécanique, mais pareil, en exploitant les capacités de la PlayStation, donc toujours un truc en rotation. En fait, il s'appelle Sol, tout simplement. En fait, le pattern change par rapport au premier loop, mais là, concrètement, c'est plus simple que l'araignée mécanique de Gradius 2, très sincèrement. Une fois que tu connais le pattern, c'est bon. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que quand tu as les duckers, donc les petits robots bipèdes qui passent, que tu es vraiment... alors tu vas le voir, là je tire parce qu'effectivement je m'en fous, j'ai de l'espace pour gérer les boulets de suicide, là par contre tu tires pas, parce qu'effectivement tu tires boulet de suicide direct. Tu peux pas t'échapper. Voilà, là tu peux pas t'échapper, mais une fois que tu as le pattern en tête, bon il n'empêche, j'étais complètement stressé parce que je savais que c'était la partie, tu vois. Voilà, une fois que tu as le pattern en tête, c'est quand même très très simple. Par contre, le dernier truc super traître, c'est à ce moment-là qu'on va le voir, c'est qu'en fait on peut se faire avoir. C'est bien évidemment comme l'araignée mécanique, c'est pas un peu ce qui est destructible. Il s'auto-détruit en fait au bout d'un moment. En fait, au moment où il explose, on peut se faire avoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait là, tant que le sprite ne disparaît pas, le boss est actif. Et en fait, voilà. Et ensuite, t'as tout de suite la porte qui se referme là. Donc là, c'est super serré. Là, de toute façon, comme d'habitude, il n'y a plus de boss, quoi. Là, c'est juste un cœur et tu tires dessus et c'est fini. C'est le boss de la flemmardise, on va dire, comme d'habitude, chez les teams de Konami. Bon, enfin, ensuite, c'est aussi une espèce de tradition. Concrètement, on va voir Ovium, qui est une espèce d'entité cosmique, maléfique, bref, que sais-je. Alors, les scénarios dans les shoot'em up, c'est toujours très poussé, on va dire. Donc là, en arrière-plan, même si c'est pas très visible, on va voir l'habituel cerveau. Et en fait, il va vous envoyer des espèces de projections mentales. Et comme les développeurs étaient à court d'idées, ils se sont dit, bah tiens, on va réexploiter des assets graphiques de Salamander, tu vois, pour faire du fanservice et parce que... J'ai l'impression que chez Konami, ils réexploitent beaucoup les sprites. Ouais, non, mais là, c'est vraiment dit, tu vois, j'ai halluciné. Autant dans le premier Gradius, je peux comprendre, parce que le développement avait duré près d'1 an, mais alors là, tu vois, ils auraient pu faire un truc plus original ou autre. Enfin, visuellement, c'est quand même super bien trouvé. Là, on peut quand même se faire enfermer. La première fois, quand on le sait pas, par les dragons. Là, on voit le dernier boss de Salamander qui paraît était une blague. Et ensuite, on va voir le golem, l'un des boss emblématiques de Salamander, le premier boss. Mais c'est vraiment plus une succession d'effets visuels et c'est vraiment bien trouvé. Enfin, j'aime bien les effets visuels. Ensuite, c'est vrai que c'est une blague. Si t'as envie de te faire tuer là, faut vraiment être le dernier des cons, quoi. Faut vraiment le vouloir. Un cerveau encore, hein, ça rappelle. Voilà, un cerveau. Contrat, Ouais, le contrat, Gradius, c'est toujours plus ou moins les mêmes gens qui sont derrière. Et donc là, en fait, on voit la vraie forme de l'entité maléfique. Et donc en fait là je tire dessus, mais en fait ça finit par s'auto-détruire aussi. Donc bon, au final c'est plus pour le fait j'étais content d'avoir One Knife fait le jeu le boss, en deuxième. C'était pas le plus dur ce boss. Ouais, mais t'as vu la longueur du niveau aussi, donc on est bien content de ne pas avoir un boss final en plus. Hein. Un Doom à la fin. Ouais, un Doom Sama, ouais. Un bon boss. Un bon boss bien relevé, ouais. Et donc là la grande base finale qui explose, le vaisseau qui s'échappe héroïquement, pardon. C'est tellement cliché, mais bon. Alors là, voilà, le staff n'est pas en anglais. Bien évidemment, c'est un jeu qui est destiné aux Japonais. Et d'ailleurs, il est sorti qu'au Japon, ce titre-là, bien évidemment. Et donc voilà, bah, c'est une bonne chose de fait. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. J'en éprouve encore. J'aimerais encore aller plus loin. Ah bah, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le run quand tu me l'as envoyé. C'est vraiment un jeu, même sans jouer, on prend du plaisir. Il est coloré, il est dynamique. Il est super fun, en fait. Il y a plein de détails à l'écran. Bah, en fait, tout simplement, c'est ce qu'ont dit les développeurs. Eux, ils ont pris du plaisir à faire ce jeu-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas un épisode canonique. Concrètement, les épisodes canoniques qui sont sortis en arcade, les développeurs, notamment à compter de Gradius 4, qui a été développé plus ou moins la même année, c'est ce qu'ils disent, il y a le poids de la tradition. Il y a le poids de la tradition, et il y avait toujours un monsieur qui s'appelait Masagochi Hiroyasu, qui est le papa du tout premier Gradius, qui avait toujours un droit de regard, a priori, sur les épisodes canoniques qui sortaient en arcade. Et les développeurs disaient, en fait, si on nous avait laissé les mains libres, on aurait pu faire quelque chose de différent et de nouveau. Bah, Gradius Gaiden, en soi, c'est pas nouveau en fait en termes de thématiques, c'est des thématiques qui sont exploitées, mais elles sont réexploitées tellement intelligemment que c'est vraiment du pur bonheur quoi, à jouer. C'est en fait Gradius 4, c'est convenu, c'est du déjà vu, c'est un jeu old school qui est sorti en 98 alors qu'on était en pleine période de la montée en puissance des Danmaku et des Manic, et en fait c'est tristounet Gradius 4 en dépit du fait que c'est un titre que j'aimerais bien faire aussi. À côté Gradius Gaiden c'est la joie quoi, c'est la fête, c'est vraiment plaisant à voir, c'est plaisant à jouer, on peut y jouer à deux, c'est tout aussi fun. C'est ce que disent les développeurs, ils se disaient mais on est payé.
On est payé pour faire ça? Je comprends pas. On prend tellement de plaisir à développer le jeu et à le jouer en même temps. Tout ça, tu le ressens quand tu joues au jeu. Et même si j'adore Gradus 5 et que j'ai acheté une PlayStation 2 à cause de Gradus 5, je place Gradus Gaiden un petit peu au-dessus parce que c'est infiniment plus fun. Gradus 5, c'est de très haut niveau techniquement, mais c'est très froid. Ça, c'est coloré. Je me répète, c'est coloré, c'est festif, c'est le cas de dire, c'est la fête, quoi, quand tu joues à ce jeu-là. Et ça se ressent. Et en plus, c'est épique. Merci de nous avoir apporté la fête et la joie dans cette émission. Ah bah écoute, c'est toujours une joie de venir participer à Superplay, et soit dit en passant, c'est vrai que ce jeu-là, j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer, mais on s'amuse toujours bien aussi en commentant ces Superplay-là, donc voilà. Moi j'avoue que j'évite de prendre ça trop au sérieux, et tant qu'on est là pour s'amuser et présenter des jeux fun comme celui-ci, j'espère qu'on vous procurera ce même plaisir que nous on a éprouvé à les présenter, à les jouer. Donc voilà. Donc voilà, écoutez, merci de nous avoir regardé, merci d'être venu. Merci à toi aussi, merci aux gens qui nous regardent, qui soutiennent le live. Voilà. Allez, à bientôt, ciao. À bientôt, à plus.